Bienvenue sur Dual, le podcast qui promeut les formations professionnelles en Suisse. Retrouve chaque semaine les parcours atypiques et inspirants d'entrepreneurs, managers et chefs d'entreprise qui ont débuté leur carrière par un CFC. On espère que ces témoignages t'apporteront des réponses et de la motivation. Bonne écoute. Tout est OK pour toi? Je suis très bien, merci. OK, cool. D'abord, je vais te proposer de te présenter à travers toi et ton parcours. Alors, je m'appelle Marilyn, j'ai 37 ans. Je suis indépendante, j'ai un commerce de vin, mais je n'ai pas toujours travaillé dans le milieu du vin. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle par un apprentissage d'employé de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé toujours un peu dans l'administratif. Et ensuite, j'ai bifurqué sur le marketing et la communication. OK. Et où est-ce que tu as fait ton apprentissage d'employé de com? Parce qu'employé de com, c'est très vaste. Dans quel domaine est-ce que tu l'as fait? J'ai fait mon apprentissage dans une étude d'avocat à Lausanne. J'avais un poste en tant qu'assistante juridique où je gérais le secrétariat pour divers avocats avec mes collègues. C'était une petite étude au centre de Lausanne. Il y avait d'autres apprentis ou... On était 2 apprentis, ouais. On s'occupait vraiment de la gestion du secrétariat, aussi un petit peu de réception, mais on avait quand même des postes déjà assez à responsabilité. Enfin, c'était vraiment... On était un peu comme les autres employés administratifs. Et puis, l'autre apprenti, est-ce que c'était la même année que toi? Ou c'était plus âgé et puis il y avait une forme de tournus entre les apprentis? Ou comment ça se passait? Si je me souviens bien, moi, je devais être en 2e quand l'autre apprenti est arrivé en première. Je ne sais pas s'ils avaient toujours eu 2 apprentis ou si c'était... Mais on n'était pas dans les mêmes bureaux, enfin, on n'était pas au même étage et on avait chacune nos tâches assez distinctes. D'accord. Donc toi, quand tu es arrivé en première année, il n'y avait pas d'apprenti de 3e année? Non, j'étais toute seule. Et puis, est-ce qu'on t'a demandé d'introduire les tâches à l'apprenti de première année qui est arrivé, ou alors est-ce que vous étiez complètement différents avec 2 responsables différents? Alors, pour certaines choses, oui, parce qu'il y a des tâches qui étaient propres aux apprentis. Par exemple, dans une étude d'avocat, on doit souvent aller chercher des dossiers au tribunal pour les consulter à l'étude. Et ça, c'était le rôle des apprentis de s'occuper de ça. Donc, c'était moi qui lui ai expliqué comment, le processus, comment ça se faisait pour prendre les rendez-vous. Après, c'était quelque chose d'assez simple finalement, mais c'était le rôle des apprentis. D'accord. Tu as fini ton CFC. Comment ça s'est passé ton CFC? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu avais de la peine au cours? Est-ce que tu avais de la facilité? J'ai trouvé que c'était... Alors, j'ai aimé l'apprentissage. Je trouve que c'est une bonne formation pour le futur. Et sur le moment, j'ai trouvé quand même que c'était assez difficile de gérer le travail et les cours. Peut-être, si on a un bon encadrement familial aussi, ça peut aider parce qu'on doit quand même étudier après le boulot. Et puis, il faut des fois, faut se motiver. Moi, j'habitais dans un petit village. Donc, j'arrivais chez moi, c'était 7h30. Et puis, il fallait encore faire les cours. C'était un rythme qui était pas simple, mais je trouve que ça nous forge bien pour le reste de la vie active. Ouais, justement, il y avait un aspect de trajet qui était important pour toi. Donc, tu te levais très tôt le matin, j'imagine, et tu arrivais tard le soir. Lorsque tu as cherché un apprentissage, est-ce qu'il y avait d'autres opportunités de trouver une place plus près? Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? En fait, à cette époque, j'ai l'impression qu'on cherchait tellement tous un apprentissage que quand on avait une place, on était content. La distance, oui, c'était un critère, mais c'était pas le critère numéro 1 le but était vraiment de trouver une place. Et puis après, ma foi, on s'arrangera pour les trajets. OK. Et justement, dans le processus, quand tu as fait ta recherche d'apprentissage, est-ce que tu as commencé par des stages? Est-ce que tu as toujours voulu faire employé de commerce ou pas? En fait, je savais pas tellement... Enfin, je trouve que quand on a 16 ans, 15-16 ans, c'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas employé de commerce, parce que c'est assez généraliste. Et puis, ça me permettra d'accéder à d'autres postes dans le futur. Donc, c'est pour ça que je m'étais dirigée dans cette voie. Puis, ça peut être assez varié qu'on fasse... il y a tellement de domaines possibles. Donc, j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne opportunité pour moi. C'est ça que tu t'es dit en faisant le choix de l'apprentissage, qu'il y avait une perspective d'évolution directement? Oui. J'avais ce but-là, en tout cas, de me dire, quoi qu'il arrive, j'aurai cette base qui sera acquise pour
toujours. Ouais. Et puis justement, lorsque tu as fini ton apprentissage, est-ce que tu as eu l'occasion de rester chez l'employeur dans lequel tu étais ou tu as dû chercher ailleurs? Alors, l'étude gardait pas les apprentis à cette époque. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon but de rester, donc j'ai jamais formulé le souhait de rester. J'avais d'autres objectifs et puis du coup, pour moi, c'était acté que j'allais partir après les 3 ans. Et puis comment ça s'est passé? Donc l'arrivée sur le marché du travail, tu as un CFC d'employé de commerce comme beaucoup d'autres hein, qui sortent en même temps que toi de la même volée. Donc tout le monde arrive sur le marché. Qu'est-ce que tu as senti comment tu t'es senti par rapport justement à peut-être une forme de concurrence et puis est-ce que le marché du travail était simple ou pas? Alors, pour moi, je me disais il fallait que j'apprenne une deuxième langue, en tout cas. En plus du français, il fallait avoir une langue étrangère. Quand je voyais un peu les annonces sur le marché du travail, ça me semblait essentiel de parler une deuxième langue. J'ai pas choisi l'allemand. J'aurais peut-être dû avec le recul, mais du coup, je suis partie une année en Angleterre comme fille au pair. Parce que j'avais Ok. pas les moyens de me payer une école de langue, donc je suis partie faire fille au pair en Angleterre. Et puis, donc, quand je suis revenue, j'avais mon CFC, une bonne base d'anglais. Et puis, du coup, ça m'a aidé à trouver du travail. Donc là, quel âge t'avais? 18 ans seulement? Non, j'avais 20 ans, 21 ans. 21 ans, ok. Donc est-ce que tu as travaillé entre deux ou tu as commencé ton CFC plus tard? J'ai fait, après mon école obligatoire, j'ai fait une année de raccordement. J'ai fait une année scolaire supplémentaire D'accord, pour après entrer en apprentissage. ok. Et puis cette année au pair, qu'est-ce que ça t'a amené, hormis l'anglais, j'imagine? C'était très enrichissant. J'étais jeune, je me retrouvais dans une famille, à devoir m'occuper de 3 enfants, de gérer toute une maison. C'était pas évident, mais c'était une belle expérience parce que dans le village, j'étais dans un petit village en Angleterre et puis il y avait d'autres, les familles avaient des filles au pair. C'était très commun d'avoir des filles au pair, dans le village. Du coup, ils nous présentaient les unes aux autres et puis, en dehors de notre travail de filles au pair, on avait toute notre petite vie, à côté. On sortait le week-end, on faisait des petites virées à Londres. Non, c'était une super année, franchement, une belle expérience. Et puis, est-ce que tu as senti, est-ce que tu senti en arrivant là-bas déjà une forme de maturité parce que tu avais fait un apprentissage en termes de compétences, de gestion ou même de rapport aussi? Alors, j'imagine que c'est différent de travailler dans une étude ou dans une famille, mais quel était ton rapport justement au niveau gestion du stress émotionnel, etc. Je pense qu'on gagne en maturité quand même avec l'apprentissage parce qu'on est avec des personnes aussi plus âgées que nous. On est dans le monde du travail, c'est la vraie vie, entre guillemets. Donc, je pense que ça nous fait grandir, ouais, vraiment. D'accord. Et puis, tu as fait cette année de jeune fille au pair. Et quand tu es revenue, comment ça se passait? Est-ce que tu avais déjà une projection directement après ton année? Tu savais que ça durerait qu'une année et qu'après, tu voulais débuter autre chose? Quel a été le processus à ce moment-là? Bon, je savais pas exactement. Pour moi, c'est sûr que j'allais recommencer à travailler dans tous les cas. Donc, j'ai quand même pris mon temps. Je suis rentrée, puis j'ai pris le temps de faire des recherches d'emploi. Et puis, j'ai eu la chance de trouver assez vite un autre travail. Et du fait que j'avais travaillé en études d'avocat, j'ai pu retrouver une autre place dans une étude parce que j'avais cette formation en études et c'était apprécié par les gens qui voulaient m'engager. Donc, il y a des spécificités, j'imagine, à travailler dans un secrétariat, j'imagine, juridique. Et ça, tu as eu l'impression que ça faisait vraiment pencher la balance en arrivant Complètement. sur le marché du travail, que tu avais déjà fait ton CFC dans ce domaine-là. Oui, c'était plus facile de retravailler dans une étude en ayant fait mon apprentissage dans ce type d'entreprise, Ok. certain. Et puis la suite, est-ce que c'était une étude qui était plus grande, plus petite que où tu étais avant? Oui, C'était quoi les différences? c'était une grande étude à Genève, plutôt axée sur le droit des affaires. On était quand même beaucoup, qui avait une succursale à Zurich aussi, donc c'était un tout autre environnement. Mais aussi, j'ai passé quand même des belles années là-bas. Je suis très contente d'avoir fait cette expérience. Et puis les trajets, tu habitais toujours aussi loin Non, ou... j'habitais à Lausanne et je prenais le train pour aller à Genève, du coup. Ok, C'était ok, facile. ok. Et puis, t'es resté combien de temps dans cette deuxième étude? Je suis restée 3 ans.
Et puis après, j'ai eu l'opportunité de partir travailler dans le monde bancaire par quelqu'un qui était parti puis qui m'a fait venir avec. Et puis après, j'avais pas forcément envie de rester dans des postes de secrétariat, d'administratif. Et je m'intéressais au marketing, à la communication. Et j'ai vu qu'il y avait des cours du soir qui existaient. On pouvait se former en marketing communication. Et du coup, j'ai commencé les cours après le travail le soir. Mais c'était dans le cadre formation continue ou d'un Ouais, brevet ou comment ça s'est... c'était un brevet, oui, brevet professionnel D'accord. Donc, brevet spécialiste en en marketing. marketing. Ok, Oui, donc cours du soir cours du soir, ouais, et des fois les samedis. et des fois les samedis. Ouais. Ok. Et puis là, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une communication avec ton employeur à ce moment-là? Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je les ai informés que j'avais envie d'entreprendre cette formation. Et dans le département où j'étais, justement, ils voulaient que quelqu'un reprenne un peu ces tâches liées au marketing et à la com. Et du coup, ils m'ont proposé justement un peu cette promotion. Donc, j'ai eu énormément de chance d'avoir eu cette opportunité. D'accord, donc tu t'es finalement, même avant d'avoir fini ton brevet, tu étais déjà dans le domaine du marketing et tu étais déjà amené à faire des tâches. Et puis, qu'est-ce que t'as amené le brevet en termes de compétences ou de méthodologie? Alors, sur le moment, c'était difficile de faire le lien entre les cours et la pratique, surtout que j'étais dans un monde bancaire où il y a quand même pas mal de restrictions en termes de communication. On peut pas... Et puis, c'est un peu moins créatif que suivant les domaines. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Il y en avait un petit peu, mais c'était beaucoup moins axé sur les réseaux sociaux que maintenant. Donc, je trouve que c'est plutôt après, une fois que j'ai fini ma formation, que là, j'ai un peu plus de recul et puis où j'étais plus à même de mettre en pratique ce que j'avais appris au cours. Ouais, alors j'imagine qu'il y a un côté institutionnel qui est indéniable dans le domaine bancaire, surtout si c'est dans une banque privée ou autre. Euh, quel échange tu as eu aussi avec les gens qui faisaient le brevet avec toi? Est-ce que vous étiez beaucoup? Quelle était la dynamique de classe, de groupe? Alors, on s'entendait très bien, du fait qu'on se voyait tous les 1 à 2 soirs par semaine, les liens, ils se créent assez vite. Et puis, on venait tous de milieux complètement différents, on travaille dans des secteurs très variés. Et puis, c'était intéressant justement d'échanger sur nos employeurs respectifs, comment on mettait en place ce qu'on apprenait au cours. Mais vraiment, je crois qu'on a tous eu cette réflexion que pendant la formation, c'est pas facile de faire le lien entre la théorie et la pratique. Il faut du temps pour prendre le recul et puis voir comment mettre ça, utiliser les outils qu'on nous a donnés. Ouais. Et puis, donc, tu as fini ce brevet. Est-ce qu'il a été financé par ton employeur à ce moment-là? Il y a eu une redevance? Comment Oui, ça s'est alors contractualisé? on convient, ce qui se fait en général dans les entreprises, c'est que quand l'employeur finance la formation, la personne est tenue de rester 2 ans après l'obtention de son diplôme. Après, moi, c'était pas un souci parce que de toute façon, j'avais envie de rester. Donc, j'avais pas de problème à ce niveau-là. De toute façon, après, je pense qu'il y a toujours des possibilités de s'arranger si on part. C'est pas quelque chose qui est... Enfin, ça doit pas être une retenue pour faire une formation. Je bois un peu d'eau. Tu as le droit de boire aussi si tu as envie. Donc, tu es resté 2 ans chez ton employeur après l'obtention de ton brevet. Est-ce que tu sentais qu'il y avait encore des opportunités pour grandir, pour rester là-bas, pour évoluer, pour aller plus loin dans la formation continue? Ou quelle était l'atmosphère à ce moment-là? Alors, pour moi, j'avais envie d'un complément à cette formation. J'avais envie d'en savoir plus parce que là, c'est le brevet de spécialiste en marketing, mais ça définit pas tous les métiers de la communication. Et du coup, j'ai fait un diplôme en spécialiste en relations publiques après le brevet pour justement compléter un peu ces connaissances de généraliste et puis d'apporter, pour me permettre aussi peut-être plus tard d'accéder à d'autres postes, prétendre à, voilà, je sais pas. Ouais. Donc, c'était un diplôme fédéral ou c'était simplement un autre papier qui est
Comment ça a été par qui ça a été délivré Alors, c'est un diplôme qui était, je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, les cours étaient donnés par le SPRI à Lausanne. Et puis, après, il y avait la possibilité d'accéder au brevet, si on voulait, mais moi, je me suis arrêtée au diplôme. Je n'avais pas envie de me lancer encore dans un brevet, dans la préparation du brevet. Ok. Et puis par rapport au marketing, les relations publiques, c'est quoi la différence en termes d'approche? Alors, je dirais que, tu me dis si je, si je me trompe, mais le marketing, c'est quand même assez généraliste. On parle de stratégie et les relations publiques, c'est une des branches du marketing. Mais la personne qui fait les relations publiques va pas s'occuper, va pas faire la stratégie au même titre. Enfin, je trouve que c'est pas tout à fait le même métier quand même. Non, alors C'est assez spécifique. complètement. Je pense que on est dans des domaines qui sont très variés. Et puis, ce que j'ai constaté avec les relations publiques, c'est qu'on apprenait surtout une méthodologie et une façon de travailler par rapport à des objectifs, des publics cibles spécifiques, des messages qu'on veut délivrer. Et il n'y a pas forcément un aspect commercial derrière, en tout cas pas toujours, contrairement au marketing qui vient du mot market, où c'est le marché, donc c'est le consommateur. Et c'est ça que je trouve intéressant avec les relations publiques, du coup. C'est que ça peut autant être institutionnel que les relations avec la presse, que le côté événementiel. Donc, je pense que ça amène une approche, des fois peut-être plus douce du métier de la communication. Voilà, après, suivant l'entreprise dans laquelle on travaille, une petite entreprise, elle n'aura pas un responsable marketing, un responsable RP, un community manager. Ça arrive régulièrement que la personne qui est au marketing, elle ait un peu toutes ses casquettes. Du coup, c'est bien aussi d'acquérir ces connaissances. C'est vrai. Et du coup, tu as fait ce diplôme en relations publiques. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, j'ai fait encore un complément à l'école chez Créa. C'était un complément en stratégie digitale. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. C'était sur quelques mois. Et parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait mon brevet, on parlait pas encore beaucoup du digital, un petit peu, mais pas autant que ça avait moins d'importance que maintenant. Et du coup, j'ai fait ce complément en stratégie digitale, pour avoir encore une corde à mon arc. Ok. Donc, ouais, plein de possibilités, en fait. Enfin, en tout cas, dans le domaine du marketing, je ressens qu'il y a beaucoup d'opportunités de faire des petites formations et l'importance de se former, comme tu dis, parce que le marché évolue vite. C'est des métiers, il faut toujours se tenir à jour. Et puis, on a la chance quand même en Suisse d'avoir cette possibilité de pouvoir le faire en cours d'emploi. On n'a pas besoin de tout plaquer pour reprendre des études. Il y a énormément de possibilités de faire ça tout en travaillant. Il faut juste être motivé. Juste être motivé, exactement. Et puis, j'imagine que ça s'est fini à un moment donné avec la banque. C'est toi qui as fait le choix de partir. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai quitté la banque et ensuite, j'ai travaillé dans d'autres entreprises, dans des départements marketing et communication. Ok. Et puis, à côté de ça, j'ai commencé à travailler avec le père d'une amie qui avait un commerce de vin. Et en fait, je l'aidais pour ce qui était ses newsletters, ses réseaux sociaux. Je donnais un petit coup de main là-dedans. Et puis, il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais, c'est si tu mets les pieds dans le monde du vin, tu ne voudras plus jamais en sortir. Et sur le moment, je me disais, ouais, bon, ouais. Et puis, du coup, petit à petit, j'ai continué à travailler avec lui. Et puis, un jour, il m'a proposé de devenir son associé. Waouh, ok. Est-ce que je reviens un tout petit peu en arrière? Donc, les entreprises dans lesquelles tu travaillais, combien de temps t'es resté dans chacune? C'était quoi les secteurs? C'était toujours bancaire, juridique ou plus du tout? Non, plus du tout. C'était d'autres entreprises. Mais en fait, le travail était intéressant. Mais le problème, c'était pas les entreprises, c'était moi qui étais juste pas faite pour la vie en entreprise. J'ai remarqué avec le temps que ça ne me convenait pas. J'avais besoin j'ai toujours rêvé d'indépendance, d'avoir mon entreprise, de pouvoir pas faire comme je voulais, parce que de toute façon, on fait jamais vraiment ce qu'on veut, mais de pouvoir prendre mes propres décisions et puis d'être ma propre patronne. Ça a toujours été une envie. Ok, donc tu as eu l'opportunité
avec cet ami, enfin le papa d'une amie, c'est ça? Oui, Qui s'appelle Bruno. oui. Mettons des noms, comme ça va être plus facile. Donc Bruno que tu aidais pour les newsletters, pour les aspects com, marketing. Et puis quel a été le déclencheur tout d'un coup de te mettre comme associé avec Bruno et... Alors, j'ai eu la chance qui m'a donné l'opportunité de faire ce dont je rêvais, d'être indépendante, de pouvoir voilà, voler de mes propres ailes, prendre mes propres décisions. Ah, évidemment, on les prend toujours ensemble, mais j'ai quand même une marge de manœuvre assez grande. Est-ce que c'est quelque chose que lui, il avait toujours envisagé d'avoir quelqu'un avec lui dans l'entreprise ou est-ce que tu as allumé une petite flamme qui a fait qu'il a pris cette décision? Est-ce que tu as déjà pu échanger une fois avec lui? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Je crois que c'était un peu l'affinité qu'on avait, la façon dont on est très complémentaires. Bruno est plus âgé que moi, donc lui m'apportait toute son expérience, et puis moi je lui apportais le point de vue de ma génération sur les affaires. Et je crois qu'on est très complémentaires, même aujourd'hui. Et justement, par rapport à cet aspect, je dirais, intergénérationnel, c'est quoi? Tu nous as parlé des aspects plus positifs là, justement, en termes d'échange et de complémentarité. A contrario, c'est quoi les aspects plus négatifs et sur quoi vous devez, toi ou chacun, travailler? Ah, évidemment, on n'est pas toujours d'accord quand l'un ou l'autre lance une idée. Des fois, on est un petit peu réfractaires l'un et l'autre, puis finalement, après, on réfléchit. Puis, je pense qu'il faut toujours aussi essayer de se mettre un peu à la place de l'autre. Et puis, pas penser mon avis est le seul qui compte et mon opinion est est la vérité. Il faut quand même d'être à deux, ça aide aussi à se remettre un peu en question. Et puis, moi, des fois, je réagis un peu à chaud. Je dis non, mais on va pas faire ça. Puis après, je réfléchis, puis je me dis il a aussi son expérience, son recul. S'il le propose, c'est qu'il a ses raisons. Donc, lui m'écoute, donc à moi aussi de l'écouter aussi. Et puis justement, par rapport à ces compétences, je dirais compétences humaines, compétences sociales, est-ce que tu as l'impression que le parcours que tu as eu t'a aidé à appréhender des situations, je dirais, plus facilement? Oui, parce que j'ai pas toujours été indépendante, j'ai travaillé en entreprise, donc on s'habitue aussi à faire des concessions. Par contre, le point très positif, genre, on en revient à cet apprentissage d'employé de commerce. Aujourd'hui, ça me permet quand même de gérer la partie administrative de l'entreprise et d'être à l'aise pour gérer ça, même si personne n'aime gérer personne n'aime gérer l'administratif, la compta, faire des lettres, tout ça. C'est vraiment pas la partie drôle de notre métier, mais il faut le faire. Et d'avoir travaillé dans ces métiers-là, je sais le faire. Donc ça t'a finalement, le CFC t'a amené une vue d'ensemble sur un certain nombre de tâches administratives, Oui. mais que tu avais vu au cours, j'imagine, en partie, mais pas forcément à ton travail. J'imagine que vous n'étiez pas amené à faire la facturation ou à toucher à la compta lors de ton CFC. Un petit peu de facturation, mais enfin, on avait des programmes qui faisaient tout ça. On touchait pas vraiment à la comptabilité et tout. Mais maintenant, c'est drôle parce que voilà, je vois des trucs, je me dis, ah oui, c'est vrai, on avait fait ça. On avait fait ça pendant les cours. Et même après, pendant aussi le brevet. Dans le brevet marketing, il y a toute une partie comptabilité. Et puis, voilà, ça nous rappelle des souvenirs de l'apprentissage. Et puis, justement, dans ton rôle actuel, tu es arrivé encore dans un nouveau secteur qui est le vin. Donc, tu as fait une sorte d'apprentissage sur le tas, j'imagine, avec Bruno. Quelles ont été, je dirais, les priorités pour toi lorsque tu as commencé à travailler dans le domaine du vin? Comment est-ce que tu as acquis ces nouvelles connaissances? Alors, au début, j'avais pas du tout confiance en moi. Quand j'ai commencé, je me disais: «Mais mon Dieu, mais comment je vais retenir, tous ces noms, toutes ces choses, comment je vais faire?» Et puis petit à petit, j'ai pris de l'assurance. Avant, quand j'organisais une dégustation, je voulais toujours que Bruno soit avec moi parce que j'avais peur de dire des choses fausses, de pas bien parler des produits. J'étais assez, en retrait.
Et puis petit à petit, en allant sur le terrain avec lui, pas forcément qu'en termes de dégustation, mais en allant visiter des domaines, en écoutant ce que ce soit les vignerons, les propriétaires des domaines nous racontaient. Ben voilà, en ayant acquis toutes ces connaissances, après, ben, ça m'a rendu aussi plus à l'aise pour moi répondre directement aux clients quand ils ont des questions et puis les conseiller. Ok, donc finalement, un domaine comme le vin, c'est beaucoup de l'échange, c'est beaucoup des rencontres, j'imagine, pour acquérir toutes ces connaissances. Mais d'un point de vue plus technique, pour voilà, décrire le vin, sa robe, etc. Est-ce que tu as quand même suivi des cours ou pas du tout? Tu as lu des bouquins où il y a vraiment tout qui a été fait sur le tas? J'ai pratiquement tout fait sur le terrain, bon, aussi en lisant, que ce soit des articles, des livres, des choses enfin, qui touchaient au monde du vin, à suivre, en suivant l'actualité du monde du vin également. C'est là où on apprend beaucoup de choses. Bien sûr qu'on peut faire des formations, mais je pense que l'endroit où on apprend mieux, c'est vraiment sur le terrain. Et puis, il faut déguster beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors oui, quand on dit ça, on a l'impression que c'est un métier de fête et on est tout le temps en train de boire des verres entre amis, mais la dégustation, ça se fait aussi d'une manière très rigoureuse pour vraiment comprendre la structure du vin, savoir si c'est un vin qui va pouvoir se garder, qui va pas se garder, comment il va évoluer. C'est tout un apprentissage qui se fait sur le terrain. Et moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir mon associé Bruno qui a pu m'enseigner tout ça, justement. Ouais, donc il y a un côté transmission Complètement. qui est relativement important et que tu avais peut-être déjà connu à travers tes autres expériences professionnelles. Est-ce que, à part Bruno, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué durant ton parcours, justement pour ce côté bienveillance, accompagnement? Alors, j'ai eu de la chance, depuis que je suis devenue indépendante, d'avoir rencontré d'autres jeunes entrepreneurs. Et puis, ça m'a apporté quand même beaucoup dans mon quotidien pour échanger ou pour quand j'avais des questions sur un domaine spécifique qui ne touchait pas au mien, du coup, j'ai su aussi sur qui m'appuyer. Et puis durant ton CFC et puis ton brevet, est-ce que tu as des gens avec qui tu es encore en contact, qui étaient justement plus âgés, qui avaient plus d'expérience, qui ont pu, te transmettre, avec qui tu avais créé un lien ou? Alors, ce serait plutôt des collègues avec qui j'ai gardé un peu contact. Enfin, un peu, il y en a à qui on a lié des amitiés. Mais après, j'ai toujours eu des patrons que j'admirais, enfin, qui étaient un peu mes mentors. J'avais toujours besoin d'avoir un peu un mentor partout où je travaillais. Et puis, c'est des gens qui m'ont. C'est grâce à eux, finalement, que j'ai grandi. Ceux qui m'ont appris, ils m'ont appris énormément de choses. Après, le contact, des fois, la vie, elle fait qu'on se perd un peu de contact quand on ne travaille pas dans le même canton ou pas dans le même domaine. On se perd un petit peu, mais. Et puis, justement, par rapport à ton apprentissage et ton brevet, est-ce que t'aurais, est-ce que tu imagines aujourd'hui que tu aurais pu faire différemment par rapport à ton parcours? Ce que j'aurais aimé, c'est peut-être avoir un peu plus d'encadrement pour les cours. J'aurais voulu avoir plus de temps. Heu, je sais pas, peut-être, après je sais qu'il y a des entreprises qui laissent du temps sur le lieu de travail, aux apprentis pour leurs cours ou j'ai trouvé c'était la partie un peu plus difficile pour moi, c'était parce que je suis pas très scolaire, j'ai toujours eu un peu de difficulté dans les études. Donc la partie des cours, c'était la plus difficile pour moi. Mais après, j'ai réussi, donc c'est pas c'est pas insurmontable. Il faut quand même un peu de discipline, mais j'aurais dû avoir un peu plus de discipline. OK. Et ouais, elle est t'étais en train de. Elle avait fini une question? Ou elle avait. Oui. Prise 2. Est-ce que ce manque de soutien dans les cours, est-ce que tu l'as demandé au moment de l'apprentissage ou au contraire, tu avais peut-être une forme de fierté quand on est plus jeune, de vouloir pas demander de l'aide?
Est-ce que tu ressentais que tu étais accompagné ou pas du tout? Alors, j'ai plutôt été chercher de l'aide auprès, d'amis qui étaient déjà peut-être, enfin, qui étaient à l'université ou ailleurs et puis qui avaient des facilités dans certains domaines et puis avec qui je faisais un peu des cours à côté des cours pour m'aider pour passer mes examens. Mais ça a toujours passé, mais c'était pas facile. Non, alors je pense que de manière générale, hein, qu'on fasse le gymnase ou une école ou un apprentissage, je pense que l'aspect entourage et aide est important. Et puis pas toujours, on n'a pas toujours la chance d'être accompagné justement par des gens, par des parents, par des proches. Et je pense que les apprentis, euh, je pense que c'est important que les apprentis aient d'autant plus demandé de l'aide ou en tout cas parler à leur maître d'apprentissage pour que justement ils aient des explications qui sont des fois différentes que ce qui est dit en cours. Tu parlais de partir pour l'anglais, jeune fille au père. Moi, je me rends compte qu'on a beaucoup de défis aujourd'hui dans l'apprentissage des langues, en tout cas dans le canton de Vaud. Et des fois, d'avoir une approche différente d'une matière, ça peut amener des solutions. Et l'entrepreneuriat, donc tu nous as dit avant que tu avais cette soif de liberté, d'indépendance, de faire tes propres choix. Euh, à quel moment à quel moment ça a germé en toi, cette envie de liberté et d'indépendance? Je crois que je l'ai toujours eu un petit peu, un petit truc avec ça. Quand j'étais petite, j'aimais bien aller aller vendre des trucs, toujours, enfin, voilà, faire des, faire des bracelets pour aller les vendre, enfin voilà, c'était. Après, enfin, il y a beaucoup d'enfants qui font ça, mais je sais pas si c'était les prémices d'une carrière d'entrepreneur. Mais c'est vraiment quand je me rendais compte que j'étais plus heureuse en entreprise et que je me suis quand même remis en question en me disant, mais en fait, c'est pas les entreprises le problème, c'est moi qui ne suis pas faite pour cette structure. Ouais, J'ai eu quand même une prise de conscience que j'étais pas faite pour ça. Alors, il y a des gens qui adorent le vendredi à 17h débrancher la prise et puis la rebrancher le lundi à 8h et puis entre deux, il se passe rien. Moi, ça me dérange pas du tout de devoir lire mes mails durant le week-end, de gérer mes affaires. Ça me dérange pas. Puis, à contrario, si le lundi, je me dis, lundi, je me fais un moment d'admin, puis après, je vais faire mon sport, j'ai la liberté de le faire. Mais peut-être qu'après, je vais travailler plus tard le soir ou je vais faire d'autres horaires. Mais j'adore cette liberté. alors c'est ça que je trouve un peu contradictoire des fois avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on parle de liberté, mais en même temps de contrainte parce qu'on doit lire nos mails pendant le week-end. Je crois que tu es maman aussi. Donc, comment t'as amené cette nouvelle facette de ta carrière au sein de ton couple, au sein de ta famille? Est-ce que ça a changé des choses? Alors justement, j'ai de la chance d'être soutenue dans mon couple pour mes activités. Et puis en tant que maman, ça m'a apporté une facilité. Alors je n'ai qu'un enfant, mais ça me permet d'être là pour lui le matin avant qu'il aille à l'école, de pouvoir le préparer. Et je peux organiser ma journée en fonction de ses horaires. Toujours dans la mesure du possible. Quand on a une obligation, je m'organise. Mais ça me permet le matin, je suis là pour lui avant qu'il aille à l'école. Et puis quand il rentre à 4h, je peux être là aussi. Si j'ai pas d'autres rendez-vous, je peux travailler à la maison. J'ai comme une flexibilité. Et financièrement, est-ce que ça t'a fait peur des fois à des moments justement cet aspect indépendant Je crois que c'est un aspect qui fait peur je pense que c'est l'aspect qui fait le plus peur quand on est indépendant. C'est de pas savoir de quoi demain sera fait. Est-ce que, OK, cette semaine, j'ai vendu du vin. Est-ce que la semaine prochaine, je vais en vendre aussi? Quelles vont être mes opportunités? Quels clients je vais contacter? C'est tout le temps ce travail. Alors, ça peut être épuisant de toujours aller à la recherche du client, de faire des offres, plutôt que d'être salarié et puis de se dire, quoi que je fasse, ça tombe à la fin du mois. Ouais, exactement. C'est Je pense d'autres défis, que mais c'est un défi qui est quand même c'est assez motivant quand même. Quand on a réussi une affaire, on est fiers de nous.
Bah oui, ça c'est clair que ça, je pense que ça a un impact qui est important, qui est important pour notre vie au quotidien. Et en effet, c'est une certaine appréhension, je pense, en tout cas financière, de devenir indépendant et ce genre de choses. Il n'y a pas d'école pour devenir indépendant et entrepreneur. Euh, est-ce que tu as demandé conseil à des gens? Quel a été ton processus pour devenir indépendante et entrepreneur, je dirais d'un point de vue plus personnel? Mais je crois que c'est quelque chose qu'on a en nous, en fait. Je crois qu'on est fait pour être entrepreneur ou on l'est pas. Alors, ce que je dis n'est pas peut-être pas une vérité, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'intérieur de nous parce qu'il y a beaucoup de moments qui sont très durs, mais on ne se rend pas compte. Moi qui suis dans le monde du vin, souvent les gens ont l'impression que je suis tout le temps en train de festoyer. Alors que c'est pas tellement le cas. J'aimerais bien, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a quand même beaucoup de moments, enfin, quel que soit le domaine, de remise en question, de soucis à gérer. On est assez seul finalement. Alors oui, on a des collègues, mais quand on est le patron, ben, on doit décider, on doit prendre des décisions. Et puis, je pense qu'il faut quand même avoir les épaules assez solides pour gérer tout ça, parce que ben, des fois, on se réveille la nuit, puis on repense à nos soucis. Et puis, voilà, je crois qu'il faut être assez solide. Et puis justement, ça, est-ce que tu avais ressenti ces aspects-là d'entrepreneuriat, par exemple, durant ton CFC? Non, parce qu'il y a l'entreprise, il y a un cadre très sûr autour de nous, en fait. Il y a d'autres gens qui prennent ces risques-là pour nous. Donc, c'est pas à nous d'endosser les. Ben voilà, je pense enfin, moi, en tant qu'employé, des fois, je me disais, en fait, c'est pas ma boîte, quoi. Enfin, Ouais, ça se ressentait pas dans l'atmosphère au travail, voilà. ces défis de l'entrepreneuriat, en fait. Voilà, ben, peut-être c'est les structures qui ont fait que. C'est sûr qu'un jour, si j'ai des employés ou des collègues, ben, peut-être que ça sera plus, ça se ressentira plus selon le type de structure, hein. Avant, tu m'as dit que au moment où tu cherchais un CFC, tout le monde avait envie de faire un CFC. Donc, quand on était content de faire un CFC, enfin, quand on avait trouvé un CFC, on était content de l'avoir trouvé. Est-ce que tu as pu faire quand même des stages dans d'autres domaines que employé de commerce ou c'est... je remonte juste mon micro, parce qu'il tombe en fait. Alors, attends. Juste un mini break. Là. Tac. Alors, quand j'étais à l'école, on devait faire des stages. Et puis, du coup, j'avais fait des petits stages, mais j'ai pas fait de stage en tant qu'employé de commerce avant de faire l'apprentissage. Donc, tu t'es jeté à l'eau Voilà, comme ça, complètement. en te disant, voilà, c'est un métier qui pourrait, enfin, ça pourrait me convenir en termes de structure, de rythme, de cours. Voilà, je me disais que, en tout cas, ce serait une base, enfin, solide ou pas, enfin, voilà, en tout cas, ce serait une base que j'aurais et qu'on ne pourra pas m'enlever. Et puis, est-ce que tu as l'impression, quand tu dis que tout le monde cherchait un CFC, c'était parce que c'était reconnu, c'était parce que c'était le choix principal à ce moment-là, en tout cas dans la région où tu étais? Alors, nous, j'ai l'impression qu'après, ça dépendait aussi dans quel niveau scolaire on était, à quel niveau on était. Dans la classe où j'étais, tout le monde partait en apprentissage. Il n'y avait pas de personnes qui partaient au gymnase, moi, dans ma classe. Donc, tout le monde partait, que ce soit aussi dans des métiers manuels, enfin, dans tout type de secteur. Tout le monde cherchait un apprentissage. Et puis, est-ce que tu as ressenti une forme de honte ou d'appréhension de faire un CFC ou c'était simplement une forme de logique pour les gens? Pas du tout, non, c'était assez logique. Il n'y avait pas de. Non, c'était pas de honte en tout cas. Au contraire, je trouvais que c'était plutôt. Enfin, quand j'y repense maintenant, je trouve que c'était pas si simple parce qu'on est jeune, on doit travailler, puis c'est pour de vrai, quoi. Notre travail, c'est pas. Enfin, ça compte ce qu'on fait. Donc, on est dans la vraie vie active. Ouais. Et par rapport aux compétences, je dirais, avant tu m'as parlé des compétences, je
je dirais, techniques ou métiers en termes de comptabilité, de gestion d'entreprise que tu as acquises grâce à ton CFC, en termes de compétences sociales pour être entrepreneur, indépendante, c'est quoi? Bah, ça nous apprend à faire des compromis et aussi à devoir composer avec les autres ou même en titre de, enfin voilà, quand on doit appeler quelqu'un, enfin demander, je sais pas, appeler un fournisseur, appeler un prestataire, tout ça, bah, c'est la manière d'aborder. Enfin, ça paraît bête, mais c'est des choses. Enfin, quand on a 16 ans et puis on dit, bah, faut appeler un tel pour lui demander ça, puis au début au téléphone, on n'est pas très très à l'aise. Et voilà, c'est des compétences. On apprend à gérer aussi bah, les degrés hiérarchiques. On va peut-être pas s'adresser. Alors, bien sûr qu'il y a du respect pour tout le monde, mais si c'est sa collègue directe ou c'est le big boss de la boîte, on va peut-être. Voilà, il y a des manières de faire qui seront différentes. Et puis, justement, ton rapport avec Bruno, qui est justement plus âgé que toi et qui est ton associé, est-ce que, est-ce que pour, euh, est-ce que pour lui, tu... Je vais reformuler ma question. Euh, Est-ce qu'avec Bruno, tu as l'impression que tu continues de développer encore aujourd'hui des nouvelles compétences? Oui, parce que justement, je me remets en question aussi quand lui me dit quelque chose. Je me remets aussi en question. De me dire, mon point de vue n'est pas le seul qui compte, hein, et le seul, elle n'est pas la vérité absolue. Je dois aussi apprendre à me remettre en question. Et puis, est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné de recommencer un nouvel apprentissage en débarquant dans ce domaine du vin? Oui, en quelque sorte. Je pense que chaque fois qu'on change de domaine, on doit enfin, quand il faut tout réapprendre, c'est comme si on repartait à peu près de zéro, sauf qu'on est adulte, donc on a d'autres compétences sociales qui sont aussi peut-être plus faciles pour s'intégrer dans ce monde-là. Mais après, bah, faut tout réapprendre. Et puis, comment est-ce que tu as l'impression, enfin, tu es encore jeune, hein, tu l'as dit, tu as 37 ans. Euh, Est-ce que tu as encore des prochaines étapes en termes de formation continue ou autre? Ouais, des fois, j'y réfléchis. J'aimerais bien apprendre encore une autre langue. J'aimerais bien en savoir toujours plus ben, sur le monde du vin, qui est un domaine tellement vaste qu'on ne pourra jamais tout explorer. Et c'est ça que j'aime ben, dans ce métier-là, c'est que ce soit chaque vin sera différent, chaque millésime sera différent. Il y a chaque fois des nouveautés. Et donc, c'est une source infinie d'informations. Mais est-ce que tu, est-ce que tu as l'impression qu'il y a, qu'il y a une suite académique euh, dans le futur de ton parcours, où ce sera vraiment continuer à explorer des nouvelles choses au niveau du vin et des partenariats, des collaborations? Ben aujourd'hui, je suis assez focalisée ben, justement sur mon entreprise et j'arrive pas à me dire tiens, je pourrais reprendre une formation. Peut-être, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, on n'apprend jamais assez, donc je pense qu'il y a toujours des nouvelles choses à savoir. Pourquoi pas, oui. En tout cas, je ne serais pas fermée si j'avais l'opportunité de le faire. Et quand tu faisais ton CFC d'employé de commerce, ça ouvre d'innombrables opportunités ensuite, tant en termes de HES ou de brevets fédéraux. Est-ce que à ce moment-là, lorsque tu faisais ton CFC, est-ce que tu as l'impression d'avoir reçu suffisamment d'informations sur les suites possibles? Est-ce que tu es allé, est-ce que tu as pu te renseigner sur la suite ou tu es sorti de ton CFC et il n'y avait plus rien? Alors, en ce qui me concerne, j'avais déjà un peu mon idée précise où je voulais aller et puis j'ai un peu suivi ma route. C'est vrai que je ne me suis pas trop intéressée
est-ce que je pouvais aller plus haut dans les études? Alors je sais que c'est possible, je sais que enfin, il me semble en tout cas qu'on peut continuer dans le cursus, je sais pas si on peut rejoindre, une université. Bah, de toute façon, les universités peuvent se faire aussi en cours du soir. Enfin, il y a des possibilités, il y a toujours des possibilités. Mais après, moi, ça, je me suis pas intéressée parce que j'avais un peu mon idée de ce que je voulais faire et puis du coup, je me suis focalisée sur un peu mon objectif, quoi. Donc en fait, on se rend compte que lorsque, on travaille et qu'on est en emploi, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui apparaissent au fur et à mesure et qu'il y a une espèce de suite logique qui se fait, par Complètement. rapport à ça. Bah, ça se fait, au fil des rencontres. Les gens qu'on va rencontrer, qui vont nous apporter quelque chose, qui vont nous faire rencontrer telle ou telle personne et puis, ben, tout d'un coup, il y a des opportunités qui arrivent. Et toi, tu as l'impression que tu as saisi toutes les opportunités qui arrivaient Alors, ou pas? je sais pas si je les ai toutes saisies, mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir de belles opportunités. Est-ce que tu est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu en saisir, d'autres? Est-ce qu'il y a des moments, ta carrière aurait pu, complètement passer à droite ou à gauche, et que tu as choisi pas forcément le mauvais chemin, mais est-ce que tu te dis des fois que tu aurais pu prendre un autre chemin? Je sais pas trop, je crois que j'étais toujours bien avec les décisions que j'ai prises, et je crois que mon entourage était aussi enfin, m'a soutenue dans mes décisions, donc j'étais plutôt à l'aise dans la voie que j'avais décidé de suivre et puis, ben, finalement, ben, ça m'a apporté, je crois que j'ai eu raison. En tout cas, quand je regarde en arrière, j'ai pas de moment où je me dis: «Ah là, j'aurais plutôt dû faire ci ou faire ça». Je me dis plutôt: «Ah, j'ai eu de la chance de rencontrer un tel qui m'a permis de rencontrer tel, 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 puis qui m'a amené là où je suis aujourd'hui». Et puis qu'est-ce que tu as l'impression, hem, qu'est-ce comment est-ce que tu peux, justement, affirmer que tu as eu des opportunités et qu'est-ce qui a fait dans ta personnalité que, voilà, que tu as l'impression que tu as eu peut-être plus d'opportunités que les autres? Alors, je sais pas si j'en ai eu plus que les autres. En tout cas, bah, je les ai aussi un peu demandées. Il faut suggérer quand on veut quelque chose, il faut aussi savoir, le demander. C'est comme quand on est dans une entreprise et puis qu'on se dit, «Ah mais moi on m'augmente jamais mon salaire». Au bout d'un moment, faut aussi aller faut revendiquer. Faut revendiquer ce qu'on veut. Moi, quand j'ai rencontré Bruno, j'ai travaillé avec lui et puis petit à petit, ben, je lui ai dit que ce métier m'intéressait énormément. Donc je lui ai dit que ce domaine m'intéressait, que j'aimerais prendre un peu plus de place dans la société. Il s'est écoulé après quelques temps jusqu'à ce qu'il me propose de devenir son associé. Je pense qu'on se crée aussi les opportunités. Donc ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a une forme d'affirmation de ces ambitions qui sont importantes. Bah, complètement. Parce que si on reste seul chez soi dans son coin, il se passe rien. Non, mais que ce soit pour tout. Enfin, il faut pas attendre que les gens viennent spontanément à nous. Il faut aussi aller chercher. Et est-ce que ça t'est arrivé justement, on te refoule sur des ambitions ou sur des envies, que tu avais? Bon, des fois, ma foi, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Il y a des mandats qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas, mais peut-être tout d'un coup on en a un autre. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Et pendant ta carrière, est-ce que tu as subi des refus où justement tu étais enthousiaste pour un poste, pour quelque chose et tout d'un coup on te disait: «Non, ça va pas le faire»? Alors oui, quand je cherchais du travail, que je postulais à des endroits, j'allais à l'entretien, j'étais super enthousiaste. Je me disais: «Ah, j'aimerais tellement travailler dans cette entreprise». Mais finalement, ça se faisait pas. Alors j'étais très déçue, certes, mais après finalement, j'avais autre chose. Et puis voilà, on peut se dire: «Mais si j'étais allée travailler là-bas, j'aurais pas fait ci ou ça». Je veux dire, moi, quand j'ai travaillé à la banque, j'ai rencontré la fille de Bruno qui m'a présenté son papa. Donc, est-ce que si j'étais pas allée là, ben voilà. Enfin, Ouais, il y a tout qui est finalement, voilà, enfin, je peux pas dire je crois au destin, enfin tout ça, mais c'est plutôt, voilà, je pense que j'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes sur ma route. ce que je trouve intéressant justement dans ce que tu dis, c'est, j'aime beaucoup, cet aspect de oser qui est un grand sujet aujourd'hui, justement d'avoir du culot même, et puis ouais,
d'exprimer ses intentions, son ambition, et que souvent c'est un vrai déclencheur à opportunité, parce que en effet, quand on reste dans son coin et qu'on n'exprime pas forcément nos envies ou nos besoins à sa hiérarchie ou à ses associés ou à ses futurs associés, ben il se passe rien en fait. Donc je trouve que c'est un beau message, ce que tu dis, et j'ai l'impression aussi que c'est rare que dans des PME, ou voilà, j'irais dans des entreprises de manière générale, c'est rare qu'on écrase l'enthousiasme des jeunes, ou en tout cas de ceux qui veulent faire grandir l'entreprise et qui ont envie de croître, donc par la formation, etc. Est-ce que tu as l'impression que tu as dû pousser pour faire ton brevet fédéral à la banque, ou est-ce qu'ils ont tout de suite été ouverts à cette possibilité? Oui, ils ont été très ouverts. J'ai pas dû justifier. Enfin, j'ai mis en avant mes motivations, et puis ils m'ont suivi. Donc ça, j'ai eu de la chance pour ça, oui. Je pense pas que c'est le cas dans toutes les boîtes. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans ces structures-là, qui avaient aussi les moyens financiers de le faire. Mais après, comme tu dis, je pense que la majorité des entreprises vont pas écraser un jeune qui a envie de se former. En principe, on essaie plutôt de le soutenir et puis de lui donner les clés. Alors, je pense que il y a aussi ce côté, ouais, comme on le disait avant, ce côté transmission. Et je pense que de toute façon, l'aspect formation continue, il y a cette volonté de transmission. Et puis surtout, j'ai l'impression que quelqu'un qui est motivé à vouloir faire une formation complémentaire, il a une envie de contribuer encore plus à l'entreprise, et puis à s'engager pour sa réussite, quoi. Bah oui, ce serait dommage de l'employeur de se priver d'un élément comme ça. Ouais, c'est clair. Et puis, j'ai une dernière question pour toi, Marilyn. Tu commences ton apprentissage demain, tu as 15 ans. Quel conseil tu te donnes à ce moment-là, si tu pouvais glisser un message positif, un encouragement? Qu'est-ce que tu dirais à Marilyn, 15 ans, qui commence son apprentissage? Discipline-toi. Ces 3 ans, ça passe vite. C'est pas toute la vie comme ça. C'est pas facile, mais après, c'est fait. Et on est tellement content. Après, on a notre CFC et puis on le garde avec nous pour toute la vie. Ça vaut la peine, vraiment. Bon. Merci beaucoup pour cette discussion, cet échange. Merci à toi, avec plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt, Lucien. Merci. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage-le autour de toi et abonne-toi à Dual sur les réseaux sociaux pour découvrir plus de contenu et de parcours inspirants. À bientôt.